Salut, nous revoilà pour un nouvel épisode avec Scratch, certainement le dernier, enfin je verrai, mais bon, je pense qu'une fois qu'on aura fait cet exo là, on aura vu à peu près tous les blocs importants dans Scratch, donc si personne me dit qu'il a d'autres choses qu'il ne comprend pas, je ne referai pas spécialement d'épisode. Alors, donc aujourd'hui, j'ai remis directement le programme que j'ai encore trouvé sur le site Matovor, donc je vous conseille encore une fois d'aller voir sur le site et de tester les programmes qu'il y a dans les exos. Et donc j'ai pris un programme cette fois-ci avec des nouveaux blocs qu'on n'a pas encore vus. Et donc dans cet exercice-là, j'ai pas recopié l'énoncé, mais on nous demandait d'expliquer pourquoi, dans certains cas, le programme renvoyait une valeur, enfin le chat nous affichait un message un peu bizarre. Un message auquel on ne s'attend pas. Mais avant de s'occuper de ça, on va essayer déjà de reconstruire un petit peu le programme. Donc là, je vais le refaire vite fait. Donc là, le bloc quand drapeau est cliqué, ça vous le connaissez, on l'a vu la dernière fois, c'est vraiment le déclencheur. Donc ça permet de déclencher tout ce qui va être attaché en dessous en cliquant sur le drapeau. Ensuite, un bloc bleu qu'on n'a pas encore vu, alors qui est dans le capteur. Bon, je sais pas trop pourquoi ils l'ont mis dans le capteur, mais peu importe. Ça s'appelle demander un truc et attendre. Alors, ce bloc-là, c'est super important. C'est un bloc qu'on utilise assez souvent. À quoi sert ce bloc? On a la phrase demander. Donc en fait, ce qu'on va mettre après demander, ça va permettre au chat d'écrire quelque chose dans sa bulle. Donc ça, vous allez me dire, ça existe déjà avec le bloc dire. Il y a d'ailleurs le bloc dire en dessous. Ça permet de faire dire au chat des trucs. Sauf que là, il y a une petite subtilité en plus qui est super importante, c'est que le chat en fait va poser une question, généralement dans la partie après demander, ça va être une question, et c'est une question qui va être posée à l'utilisateur, c'est-à-dire nous, enfin la personne qui exécute le programme en fait. On va poser une question, le chat va poser une question et il attend une réponse, c'est-à-dire que tant qu'il n'aura pas eu de réponse, il va rester bloqué à cette étape-là du programme. Il va plus bouger du tout, il attendra vraiment qu'on réponde à la question. Et donc là, la question c'est donne-moi la première valeur. Voilà la question que le chat pose. Et donc je peux déjà commencer par exécuter le programme pour voir ce que ça fait. Donc là j'exécute mon programme et donc voilà, le chat me dit bien donne-moi la première valeur. Et là j'ai une petite bulle qui s'affiche en bas et donc c'est à l'utilisateur, donc à moi, de rentrer la valeur que je veux. Donc je sais pas si je rentre 12, je vais valider, hop, et je lui ai donné la première valeur, il est content, il arrête d'écrire, il n'affiche plus en fait cette bulle là, ça veut dire qu'il est passé à l'étape d'après. Bon là il n'y a pas d'étape d'après, donc ça veut dire qu'il a arrêté, le programme s'est terminé, mais il est bien resté à cette étape là, jusqu'à ce que je lui donne l'information. Donc ça c'est un bloc super important parce que ça va permettre d'avoir de l'interaction avec l'utilisateur. Alors dans la suite de la vidéo, je vais beaucoup parler de utilisateurs et de programmeurs, et il faut bien différencier les deux. Vous, dans Scratch, en fait, vous avez les deux rôles. Vous faites l'utilisateur et le programmeur. Mais dans la vraie vie, en fait, c'est pas exactement comme ça. Un programme, c'est fait par, du coup, un programmeur. Programmeur, c'est celui qui, du coup, dans Scratch, assemble les blocs. C'est toute la partie droite du logiciel Scratch, la partie droite avec les blocs et l'assemblage des blocs. Par contre, l'utilisateur, lui, qu'est-ce qu'il voit? C'est uniquement la fenêtre de gauche, c'est-à-dire le résultat, le chat avec ses déplacements. Des fois, il y a juste des choses à regarder, l'utilisateur n'a aucune action à faire, mais des fois, l'utilisateur est sollicité et il doit répondre par exemple à des questions, rentrer des valeurs, ce genre de choses. Et ça, c'est parce que en fait, le programmeur a décidé qu'il souhaitait avoir une interaction avec l'utilisateur. Bon, on va prendre l'exemple de quelque chose que vous utilisez tous les jours, c'est-à-dire un logiciel. Un logiciel, en fait, c'est quoi? Mais c'est un programme. Un logiciel, c'est un programme, et quand vous l'ouvrez, le truc, c'est que vous voyez pas le code, heureusement. Heureusement d'ailleurs qu'on vous montre pas le code, parce que vous seriez complètement perdu, et vous n'arriveriez pas à utiliser ce logiciel-là à partir du code. Vous, ce que vous avez quand vous ouvrez votre logiciel, vous avez juste une interface, une jolie interface, vous pouvez cliquer à droite, à gauche, et ça vous permet en fait du coup d'interagir avec le programme. Et vous pouvez le faire uniquement parce que en fait le programmeur, quand il a développé ce logiciel-là, il a décidé que vous pourriez à certains moments interagir. Donc rappelez-vous toujours que lorsque vous utilisez un logiciel, vous êtes vous l'usager, vous êtes l'utilisateur, et derrière il y a quelqu'un qui a créé ce logiciel-là, qui l'a programmé, c'est le programmeur. Voilà la différence entre les deux. Et dans Scratch c'est pareil, sauf que vous avez un petit peu les deux rôles parce que des fois lorsque vous faites votre programme, vous avez besoin de le tester. Et donc pour le tester, vous vous mettez à la place de l'utilisateur. Le troisième bloc, c'est un bloc orange. Donc il nous dit mettre valeur 1 à réponse. Alors ce bloc orange là, on l'avait déjà vu, c'était des blocs liés à des variables qu'on crée. Donc des boîtes, on avait besoin de boîtes dans Scratch pour stocker des informations. Et du coup pour faire ça, on crée ce qu'on appelle des variables. Donc je vais créer ma variable s'appelle dans le programme ici valeur 1. Donc je l'ai écrit exactement pareil. Valeur 1, là on me pose la question pour tous les lutins ou pour ce lutin uniquement. Vous prenez pas la tête avec ça, mettez pour tous les lutins. Les deux options fonctionneront, ça change pas grand chose. De toute façon, nous on n'utilisera qu'un seul lutin à chaque fois
donc qu'on mette pour tous les lutins ou pour ce lutin uniquement, ça change rien. Et donc une fois que ma variable est créée, là je viens de voir que j'ai 4 nouveaux blocs qui viennent d'apparaître, et des blocs qui vont permettre d'agir justement sur cette nouvelle variable. Et on voit aussi près du chat que j'ai un petit bloc qui est apparu avec valeur 1 et dans l'encadré 0. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait ma variable a été créée, ma variable valeur 1, et en fait quand on crée une variable et qu'on ne lui met pas de valeur, en fait sa valeur par défaut c'est 0. Donc si on a le petit encadré orange, ça veut dire que cette variable là elle contient 0. Et on va voir du coup que cette valeur là va être modifiée par le programme. Et je vais juste faire un petit parallèle avec les blocs de mouvement qu'on a déjà utilisés. Là vous avez vu que dans données, à chaque fois j'étais obligé de créer une variable, donc créer une nouvelle boîte quand j'ai envie de stocker une valeur. Pour les blocs de mouvement, vous avez peut-être déjà remarqué qu'on avait réussi à stocker des valeurs dans une variable, mais cette variable on l'avait pas créée. C'était quoi ces variables? En fait c'était x et y. Mais x et y, pourquoi on n'a pas besoin de les créer? Parce qu'en fait ils sont déjà créés par Scratch. Quand on lance le programme, x et y c'est déjà des variables qui existent. Ces variables là existent directement parce qu'elles permettent en fait de piloter les déplacements du chat. Donc il faut forcément qu'elles soient créées dès le départ. Mais toutes les autres variables, du coup vous allez devoir les créer vous-même. Bon, et si vous voyez pas du tout de quoi je parle quand je parle de x et y, eh ben, je vous renvoie à ma précédente vidéo où j'expliquais justement les déplacements dans Scratch. Donc je mets valeur 1, le bloc là, valeur 1 A. Donc là on a deux options. Soit on code directement, on met directement dans le programme la valeur qu'on va affecter à ma variable, à ma nouvelle variable, donc à ma valeur 1. Donc je peux mettre 12, 13, enfin ce que je veux. Par contre ce qui est embêtant ici, c'est que du coup si je veux changer cette valeur là, il faut à chaque fois que j'intervienne dans le code, dans le programme. Mais parfois dans certains programmes, on n'a pas envie que on a envie que ce soit un utilisateur lambda, donc n'importe qui donne des valeurs, pas forcément quelqu'un qui connaît Scratch, qui sait utiliser Scratch, donc un utilisateur en fait. L'utilisateur ce sera pas forcément le programmeur. Le programmeur c'est lui qui fait les blocs, mais après l'utilisateur lui c'est quelqu'un, c'est le commun des mortels on va dire, il sait pas ce que c'est des blocs, il sait pas utiliser Scratch, donc lui il répond juste à des questions simples, on lui demande un nombre, bah il donne un nombre. Et il n'a pas besoin du tout d'entrer dans le code, et c'est pour ça qu'on a utilisé ce bloc juste au-dessus. Ce bloc juste au-dessus, le bleu là, il permet justement de faire intervenir un utilisateur extérieur qui va répondre à des questions et du coup ces réponses vont être stockées dans les variables qu'on a créées. Donc là ce que je vais mettre ici, moi c'est pas des valeurs que je décide, c'est l'utilisateur à qui on va poser des questions qui va nous donner des valeurs et c'est ces valeurs là qu'on va prendre en compte. Donc là c'est pour ça que je rentre pas une valeur à la main, mais je vais plutôt dire du coup de stocker la réponse de l'utilisateur dans la valeur 1, voilà, réponse ici. Voilà. Donc là ça veut bien dire que la réponse que l'utilisateur m'a donnée juste au-dessus, quand le chat me posait la question et que j'avais rentré une valeur dans mon petit bandeau en dessous là, cette réponse là elle est stockée, elle va être mise dans valeur 1. Et donc en fait ce qu'il faut retenir ici c'est que ces deux blocs là ils vont toujours aller ensemble. À chaque fois qu'il y aura un bloc bleu qui va poser une question et qui va attendre, et ben on va attendre une réponse et cette réponse il faudra absolument la stocker dans une variable, sinon elle va être perdue. Donc rappelez-vous toujours que le bloc qui demande une information et attend, il doit toujours aller de pair avec un bloc qui va stocker du coup la réponse. Ok, maintenant si je continue, donc je rajoute mon deuxième bloc, cette fois-ci donne-moi la seconde valeur et attendre. Donc là c'est pareil, si vous avez compris comme c'était au-dessus, j'attends quoi? J'attends la réponse de mon utilisateur et une fois que l'utilisateur me donnera sa réponse, on va passer au bloc suivant où on va faire quoi? On va stocker la réponse dans une nouvelle variable. Donc il faut que je crée une nouvelle variable qui s'appelle valeur 2 et je mets la valeur 2 à la réponse qu'on m'a donnée. Donc je stocke ma réponse dans ma valeur 2. Voilà, nickel. Autre chose super importante tant que j'y suis. Là vous voyez bien qu'on a enchaîné bloc de questions, ensuite une fois qu'on a la réponse on la stocke, ensuite une nouvelle question, une fois qu'on a la réponse on la stocke. Ce que vous pouvez absolument pas faire, c'est ce que je vais faire ici, et vous allez voir que ça va pas marcher, c'est enchaîner mes deux questions et après enregistrer mes deux réponses. Pourquoi ça va pas marcher? Je vais vous montrer. Alors vous voyez que là j'ai ma valeur 1 et ma valeur 2 qui sont à 0, et donc je vais lancer le programme. Hop, donc donne-moi la première valeur. Voilà, le chat me pose la question, du coup il est au bloc numéro 2. Je lui donne une valeur, je lui donne 12. Ok, je vais donner 12. Ensuite, le chat me demande, donne-moi la seconde valeur. Je lui donne, j'en sais rien, 20. Ok, et c'est fini. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau de qu'est-ce qu'il a stocké dans valeur 1 et valeur 2? On le voit ici. On voit qu'il a stocké 20 dans valeur 1 et 20 dans valeur 2. Alors que pourtant, moi j'ai bien rentré 12. À la première question, j'avais répondu 12. Et à la deuxième question, j'avais répondu 20. Et en fait, lui, il a pris en compte uniquement le 20. Donc en fait, il a complètement zappé la première réponse que je lui ai donnée. Le 12, on le voit pas du tout apparaître. Et pourquoi? Parce que simplement,
lorsqu'il m'a posé la question donne-moi la première valeur, je lui ai donné 12, mais j'ai pas directement enregistré cette réponse-là dans une variable. Donc lui, dès qu'il m'a posé la deuxième question, bah, je lui ai donné 20. Lui, il a écrasé le 12, il l'a remplacé par le 20 directement. Et donc lui, dans réponse, qu'est-ce qu'il a? Bah, il a uniquement ma dernière réponse. À chaque fois, il va avoir la dernière réponse. Et ouais, en fait, ce truc, bah, c'est pas un chat, c'est un vrai poisson rouge. Donc faut vraiment vous rappeler qu'un ordinateur, c'est stupide. Et là, vous avez la preuve. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à bien enregistrer. Dès qu'on pose une question, à enregistrer directement la réponse juste après dans une variable. Parce qu'on n'aura pas plusieurs blocs réponses. Réponse, ça peut contenir qu'une seule valeur. Et ce sera à chaque fois la dernière réponse que l'utilisateur aura donnée. Donc, je remets mes blocs dans l'ordre. Je demande la première valeur, je stocke. Je demande la deuxième valeur, je stocke. Ok, jusque-là, tout est bon. Et donc maintenant, là, si je relance le programme, donne-moi la première valeur, je lui donne 12. Deuxième valeur, je lui donne 20. Et là, on voit bien, au niveau de qu'est-ce que contiennent mes variables? Et bien, la valeur 1 contient bien 12 et la valeur 2 contient bien 20. Ok, donc là, jusque-là, tout est bon. Ensuite, on va utiliser un bloc que vous avez déjà vu qui s'appelle dire. Alors la dernière fois, on avait utilisé ce bloc juste pour dire une petite phrase. Cette fois-ci, il va pas dire une petite phrase, il va dire visiblement un calcul. En fait, tous les blocs verts, c'est des blocs de calcul pour faire des opérations. Donc il va nous dire le résultat en fait d'une opération. Et donc là, mon premier opérateur, c'est racine 2. Donc tout en bas, voilà, racine 2. Donc à la place du texte, je peux insérer un bloc de calcul. Donc racine de, là il me met 9. Moi je vais pas mettre 9, ça va être racine de quoi? Racine de valeur 1 fois valeur 1 moins valeur 2 fois valeur 2. Alors il y a un truc auquel il faut faire attention en Scratch, un truc qui n'est pas forcément bien visible quand on n'a pas compris, c'est que là après racine 2, il n'y a pas qu'un seul bloc en fait, il y en a plusieurs. Et il faut les ajouter bien dans le bon ordre. Alors comment je sais dans quel ordre ajouter mes blocs? Là j'aurais tendance à vouloir ajouter directement un bloc multiplié. Donc, je vais ajouter mon bloc multiplié. Donc je mets valeur 1 dans la première bulle et valeur 1 encore dans la deuxième bulle. Ok, ensuite j'ai un moins. Donc je vais chercher mon opérateur moins. Et c'est là que ça va coincer. Je vais vous montrer ça sur le programme, ça va être un petit peu plus clair. Parce que c'est un truc assez subtil, il faut le comprendre pour pas se planter dans les calculs. Là, si j'entoure au niveau de mon programme les blocs, alors on les voit en relief, c'est assez subtil, mais on les voit du coup. On voit que c'est des blocs imbriqués les uns dans les autres. Donc là, en fait, j'ai un bloc ici. Alors vous voyez peut-être pas très bien, mais moi je le vois. Et j'ai aussi un bloc ici. Et enfin, j'ai un bloc comme ça. Donc en fait, le premier bloc qu'il faut que j'ajoute pour faire ça, c'est la soustraction. Là, ce sera la multiplication. Et en rose, ce sera encore une multiplication. Donc faut vraiment faire gaffe à ça. Là, le premier bloc à ajouter, du coup, c'est pas multiplication, mais c'est vraiment l'opération qui englobe tout ça. C'est-à-dire que là, c'est une soustraction. C'est une soustraction de produits. Donc il faut d'abord que j'ajoute la soustraction comme bloc. Donc là, en fait, le calcul que ça va faire, c'est V1 fois V1 moins V2 fois V2. Et je vais vous remettre les parenthèses parce qu'il faut vraiment comprendre que chaque bloc est associé à une paire de parenthèses. Donc là, j'ai ma parenthèse ici sur mon produit. Là, j'ai ma parenthèse ici. Alors, vous allez me dire ici, ça sert à rien. Ça sert à rien de mettre des parenthèses au niveau des multiplications puisque c'est celles qui seront faites en premier. Mais je vous les montre parce que vous allez voir que ça va avoir une importance sur l'ordre des calculs, l'ordre dont l'ordinateur va exécuter les calculs. Quand vous assemblez ces blocs exactement comme c'est fait au-dessus, eh bien, il va vraiment faire cette opération là que j'ai mise en dessous. Par contre, si vous n'aviez pas vu que les blocs étaient imbriqués d'une certaine façon et que vous aviez ajouté du coup dans Scratch d'abord le bloc multiplication, ensuite le bloc soustraction, ensuite le bloc multiplication. C'est un petit peu ce que j'étais en train de faire ici. J'avais ajouté mon bloc multiplication, ensuite j'ai ajouté mon bloc soustraction, et ensuite je rajoute encore mon bloc multiplication, et là je mets mes valeurs. Bon, et bien ce calcul-là, il n'est pas du tout pareil que le calcul qui est demandé dans l'exercice. Alors pourquoi? Je vais vous le décrire. Alors je vais vous le décrire du coup juste en dessous. Donc là je viens de le coller. Alors on voit pas trop la différence, c'est ça justement le piège, c'est que visuellement on n'a pas l'impression que c'est différent. Mais si en fait on voit par rapport au relief dans quel ordre ont été imbriqués les blocs. Donc là si je refais la même chose que ce que j'ai fait juste au-dessus, avec les couleurs, qu'est-ce que j'ai ajouté d'abord? J'ai ajouté un bloc multiplication, ensuite j'ai ajouté mon bloc soustraction qui va de là à là, et ensuite j'ai ma dernière multiplication, voilà. Bon, et du coup, mathématiquement parlant, qu'est-ce que ça fait ce truc? Donc, je remets les parenthèses où il faut. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Ma première grosse parenthèse, c'est la jaune. Et donc, c'est une multiplication. Ok? Donc, je multiplie V1 par une nouvelle parenthèse. Et ce sera la soustraction, du coup, à l'intérieur de cette parenthèse. C'est valeur 1, donc V1 ici. Et après la soustraction, j'ai encore une nouvelle parenthèse, un nouveau bloc, en fait. Et ça va être une multiplication.
et cette multiplication c'est V2 fois V2. Et du coup on voit bien que si on fait ce calcul là, si on teste avec des nombres, eh ben on n'aura pas du tout le même résultat si on fait le calcul au-dessus et si on fait le calcul en dessous. Donc ça, soyez vraiment super vigilant avec ça. Faites bien gaffe au relief. Alors ils l'ont pas très bien fait dans Scratch. Je pense que pour bien voir les blocs, ils auraient dû faire des nuances de vert pour bien dissocier chaque bloc, parce que c'est vrai qu'on a quand même du mal à voir dans quel ordre ont été placés les blocs. Et donc du coup on vous refait le programme dans Scratch, bah soyez vigilants. L'objectif c'est pas de remettre, d'enchaîner les opérations dans l'ordre où elles sont écrites, c'est vraiment de mettre les blocs dans le même ordre qu'ils ont été mis dans le programme. Ok, j'étais peut-être un peu long là-dessus, mais c'est important que vous compreniez ça pour pas vous planter. Donc moi du coup j'ai plus qu'à refaire mon truc, parce que là je l'avais mal fait évidemment. Donc là qu'est-ce que j'avais dit? Du coup j'ai dit on commence par la soustraction. Hop, ensuite je mets à l'intérieur mes deux blocs de multiplication. Alors faut bien les mettre quand c'est en surbrillance, hein. Là il faut que je le mette uniquement quand mon petit rond de gauche est en surbrillance, voilà. Et pareil pour ma multiplication de droite, quand mon bloc de droite est en surbrillance. Voilà, j'ai bien une soustraction de deux produits. Et donc là, je peux mettre du coup mes valeurs. Voilà, mon programme est terminé, je vais pouvoir l'exécuter. Donc je l'exécute, le chat me demande donne-moi la première valeur. Donc là, il a la première étape et il attend. Donc je lui donne la première valeur, 12. Donne-moi la seconde valeur, 10, entrée. Et là, le chat me dit 44. Bon, très bien. Il a fait l'opération, il me dit que le résultat, ça fait 44. Donc, ah, mais j'ai oublié un truc, excusez-moi. J'ai complètement oublié un truc ici, j'ai oublié de mettre la racine. Vous l'aviez peut-être remarqué. Voilà, donc là, j'ai mis ma racine. Donc, ça va être racine de tout ce bloc-là. Donc là, je peux réexécuter mon programme cette fois-ci. Je mets 12, je mets 10, hop, 6,63. Ok, le chat m'a fait le calcul. Racine de valeur 1 au carré moins valeur 2 au carré, ça fait 6,63. Si je teste avec d'autres valeurs, je vais mettre, donne-moi la première valeur, j'en sais rien, 20. Et deuxième valeur, 25. Bon. Ah, et c'est là que ça bug. Le programme est correct, hein. Quand le chat vous dit ce genre de réponse-là, NaN, je sais même pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, ça veut dire non, ça veut dire... ça doit vouloir dire un truc, ça doit être un acronyme de je sais pas quoi. Ça veut dire en fait que au niveau du calcul, il y a eu un truc qui s'est pas bien passé. Il y a un truc qu'il peut pas faire en fait. Donc gardez bien ça en tête. Quand le chat vous donne cette réponse-là, c'est pas que votre programme est faux. Ça veut juste dire que au niveau du calcul qu'il a fait, il y a un truc qui s'est mal passé. Bon bah pourquoi? On va essayer de refaire en fait le calcul qu'il a fait. Qu'est-ce que j'avais donné comme valeur? On les retrouve juste dans les valeurs 1 et valeur 2. J'avais donné 20 en premier et 25 en deuxième. Je vais le faire sur mon écran à gauche. Donc si je fais avec 20 et 25, donc le calcul c'est racine de V1 fois V1 moins V2 fois V2. Donc 20 fois 20 moins 25 fois 25. Bon, si je fais 20 fois 20, ça fait 400. Moins 25 fois 25, 625. Du coup, 400 moins 625, ça fait moins 225. Racine de moins 225. Si ça vous a pas fait tilt jusque là et que vous continuez à le faire, faites-le sur votre calculette, et bien vous allez avoir une erreur. Pourquoi vous allez avoir une erreur? Parce qu'en fait, tout simplement, n'oubliez pas qu'une racine, c'est toujours positif. On peut pas faire la racine d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Et donc c'est pour ça que le chat il a bugué, c'est parce qu'il sait pas faire le calcul comme votre calculette ne sait pas le faire non plus. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant dans cet exercice là, j'avais pas mis l'énoncé, mais donc on nous demandait comment améliorer ce programme, justement pour que le chat nous donne pas cette réponse là. On veut pas en fait que le chat fasse des calculs de racines négatives. Alors pour savoir comment améliorer ce programme, on va déjà essayer de comprendre, parce que là pour l'instant on n'a pas essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait ce programme là. Il y a un truc auquel on n'a absolument pas fait attention, c'est que il y avait le programme, il y avait le chat, mais il y avait aussi un triangle qui était dessiné. Triangle qui a l'air un petit peu particulier, qui a l'air d'être un triangle rectangle. Et si vous regardez un petit peu la formule de calcul là, V1 fois V1 moins V2 fois V2, c'est V1 au carré moins V2 au carré. Et en fait, il y a racine de tout ça, donc c'est racine de V1 au carré moins V2 au carré. Est-ce que ce truc-là, ça vous fait pas penser un petit peu à quelque chose? Sachant qu'à côté, il y a un triangle rectangle, tout ça, je vous guide un petit peu. Ça va vous faire penser en fait au théorème de Pythagore. Donc je vais effacer ce que j'ai fait juste là. Donc ce calcul-là, en fait, c'est pas un calcul qui est donné au hasard, c'est un calcul qui permet de faire un truc bien précis. Donc on a dit que ça ressemblait à la formule du théorème de Pythagore. Donc si je nomme ça C, ça A et ça B, le théorème de Pythagore, ça me donnerait C au carré égale A au carré plus B au carré. Voilà. Et si je veux trouver C, et ben du coup ça me donne C égale racine de A carré plus B carré. Alors là on s'approche du coup de la formule qui est calculée ici. Bon, mais le truc c'est qu'il y a un truc qui va pas, ça ressemble mais c'est pas exactement pareil. Pourquoi? Parce que j'ai une soustraction moi, c'est V1 au carré moins V2 au carré. Enfin c'est racine de V1 au carré moins V2 au carré.
D'ailleurs, je vais rajouter ma racine que j'avais pas mise. Donc en fait, ce qu'il y a dans le bloc vert, ça permet pas de calculer C. Donc ça permet pas de calculer mon hypoténuse. Mais peut-être que ça permet de calculer un des deux autres côtés du coup. Et ça a l'air d'être le cas. Par exemple, si j'essaie d'isoler A carré, je me retrouve à A carré égale C carré moins B carré. Bon, et si je fais la racine carrée de tout ça pour trouver juste A, ça fait racine de C carré moins B carré. Et si je fais pareil, je veux essayer de trouver B, c'est en fait racine de C carré moins A carré. Ok, donc là on remarque que avec les deux formules que j'ai trouvées, c'est-à-dire le calcul de A et le calcul de B, eh ben je retrouve en fait la formule qui est faite dans le programme. J'ai bien mon moins, donc cette formule-là correspond bien soit au calcul de A, soit au calcul de B. Mais pourquoi alors des fois ça marche pas? Si on essaie de calculer A ou B avec la formule, les deux formules encadrées en rouge, ben on n'aura jamais de problème, ça va toujours fonctionner. On s'est jamais retrouvé dans un cas où on devait utiliser le théorème de Pythagore et notre calculette nous donnait une erreur. Pourquoi ne nous donnait jamais une erreur? Parce qu'à chaque fois le calcul c'était l'hypoténuse, le côté le plus grand, moins un côté qui était plus petit dans tous les cas que l'hypoténuse, forcément, puisque le côté le plus grand dans un triangle c'est l'hypoténuse. Donc si on fait en fait ces deux formules que j'ai encadrées ici, on aura toujours à l'intérieur de la racine quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que mon C c'est mon hypoténuse. Et c'est ça en fait qui manque dans ce programme là, c'est que si on regarde les questions qui sont posées, bah le chat nous dit juste donne-moi la première valeur. Le chat nous dit pas donne-moi l'hypoténuse et après donne-moi l'autre côté. Non, le chat dit juste donne-moi la première valeur et puis donne-moi la deuxième valeur. Et donc l'utilisateur, comme on lui précise rien, il pourrait très bien décider de répondre à la première question la valeur de l'hypoténuse et ensuite à la deuxième question la valeur du côté A ou du côté B, mais il pourrait aussi très bien faire l'inverse. Commencer par donner la valeur d'un des côtés, le côté A ou B, et en deuxième réponse la valeur de l'hypoténuse. Et dans ce cas-là, la racine va être négative et le programme va bugger. Donc ce qu'il faut absolument lui dire en fait ici, c'est que mon hypoténuse, ça va être V1. Il faut absolument que V1, la valeur 1, pardon, ce soit l'hypoténuse et que la valeur 2, du coup, ce soit le côté A, soit le côté B. Et pour faire ça, en fait, il suffit de modifier la question, tout simplement. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête à essayer de comparer, du coup, est-ce que valeur 1 est plus grande que valeur 2, etc. Non, il faut juste poser la question dans l'ordre. Donc là, à la place de mettre donne-moi la première valeur, on va plutôt dire donne-moi l'hypoténuse. Et ensuite, deuxième question, donne-moi l'autre côté. Et dans ce cas-là, du coup, il n'y aura plus jamais d'erreur. Alors à moins que l'utilisateur se plante et quand on lui demande de donner l'hypoténuse, il nous donne l'autre côté. Mais là, dans ce cas, c'est plus la faute du programmeur, c'est la faute de l'utilisateur. Donc là, si j'exécute mon programme, cette fois-ci, le chat me dit bien donne-moi l'hypoténuse. Donc je sais que ça va être le plus grand côté forcément. Donc je peux lui donner, je sais pas, 10. Et après, donne-moi l'autre côté, je sais que là, mon autre côté est plus petit que l'hypoténuse, donc ça peut être par exemple 6. Et là, du coup, il m'a calculé mon troisième côté. Avec le théorème de Pythagore, il me dit que ça me donne 8. Et il n'y a plus d'erreur. Voilà pour ce programme. Donc j'espère que ça a été clair quand même. Je sais que c'est un petit peu long. Je suis parti un petit peu dans plusieurs explications différentes, mais c'était quand même important. Tout ce qui est notamment l'ordre des blocs qui influe du coup sur l'ordre des calculs et le résultat qu'il va y avoir. Retenez bien aussi au niveau des blocs bleus, donc demander quelque chose et aussitôt la réponse la stocker dans une nouvelle variable. Ça c'est aussi indispensable. Et puis voilà. J'espère que ça vous a aidé, dites-moi dans les commentaires toujours si vous avez compris, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!